Coucou YouTube, voilà, donc je suis en compagnie de Jean, qui est le CEO de Deblock, qui a un produit bancaire à la fois banque traditionnelle, néobanque, on va dire, un petit peu face à du Revolut, N26, Lydia, que vous connaissez peut-être déjà, et crypto, en version non custodiale, donc on va rentrer dans les détails, bien sûr. Le but étant de profiter de tous les bienfaits du système bancaire classique, traditionnel, carte bancaire, IBAN, et des cryptos pour pouvoir faire ce que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire manipuler des cryptos et peut-être parfois les vendre. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que Jean, tu vas nous présenter rapidement ce que c'est Deblock, puis te présenter, et j'aurai quelques questions pour toi. Bien entendu, je prendrai au fur et à mesure de l'interview des questions dans le chat, parce qu'on va pas faire un dialogue monotone. Le but, c'est que ça ait un petit peu de vie. Je vous afficherai à l'écran du coup les questions. Jean, comment tu vas déjà pour commencer? Écoute, je vais très très bien, et je suis ravi d'être là, et merci pour ton temps en tout cas, et voilà, je pense que ça va être fun. J'adore faire ça en fait, ce genre d'exercice, c'est assez cool. Bah écoute, plaisir partagé. Ce que je te propose, c'est déjà de présenter rapidement ce que c'est Deblock. Tu le présenteras mieux que moi du coup. J'écoute, je vais essayer de faire très très simple. Deblock, c'est quoi en fait? Il faut imaginer en des termes super simples, votre ledger, votre MetaMask, ok, multi-chain, est complètement intégré à un Revolut ou à un N26. Okay. Donc en fait, imagine tu utilises ton MetaMask, ok, tu as tes bitcoins, en plus ça aurait bien sûr, ce serait un MetaMask Bitcoin, c'est multi-chain, directement on-chain, et derrière tu as ton propre IBAN, tu as tes propres cartes de paiement, tu peux recevoir ton salaire, c'est une bonne français, tu peux payer ton loyer, tu peux acheter un appart, et tu peux passer de crypto à fiat et fiat à crypto, comme tu veux, de manière illimitée. C'est aujourd'hui le gros problème en fait de l'industrie, hein, c'est le leader de l'industrie, c'est MoonPay, je crois, en termes d'on-ramping, off-ramping. Si je ne dis pas de conneries, il faut savoir quand même que plus de 60% des off-ramping, donc off-ramping c'est de passer de crypto à fiat, donc à euro, échouent sur MoonPay. Ils échouent pourquoi? Parce qu'en fait, MoonPay, c'est pas une banque, et ils travaillent avec des partenaires bancaires qui voient arriver en fait 2 bitcoins qui se font ramper par MoonPay, ils les voient directement arriver sur un IBAN, et c'est général, ils se disent c'est mignon avec tes 2 bitcoins qui arrivent sur un IBAN, mais c'est juste hors de question parce que je sais pas d'où ça vient et à qui ça appartient. Donc Deblock, parce qu'en fait nous on a une visibilité et sur la chain, en fait on peut faire ça et de manière illimitée. Donc si tu veux acheter un appart en bitcoin, en vrai tu peux le faire sur Deblock. Ok, très bien. Et du coup toi tu es le CEO, ça fait combien de temps que tu bosses sur ce projet? Alors, on s'est tous rencontrés, une équipe de 4 cofondateurs. Donc moi, je suis le CEO, et on s'est tous rencontrés chez Revolut. On bossait chez Revolut avant. J'étais le boss des cryptos chez Revolut à l'époque. Et pour la petite histoire. Monde ou Europe, comment ça se passait? Enfin, c'est du groupe. Donc le groupe, c'est monde, quoi. C'est tout le monde. Mon boss, c'était Nick Storonsky, hein, donc le fondateur PDG de Revolut. Et c'est moi une plus simple. Et en fait, voilà, moi, quand je suis arrivé en crypto chez Revolut, la première question que j'ai eue, je pense qu'on l'a tous eu, on a tous eu cette réflexion, c'est pourquoi est-ce que je peux pas déposer mes cryptos sur Revolut, quoi, comme ça je les offre directement sur mon compte bancaire et puis on n'en parle plus, quoi. Et en fait, j'ai compris assez vite pourquoi. La raison principale, parce qu'en fait Revolut il la custody. Okay, donc en fait tous les cryptos chez un Revolut ou même chez un Binance ou chez un Coinbase ne vous appartiennent pas. Vous allez acheter 2 bitcoins sur Binance, ils appartiennent à Binance. Ce qui vous appartient, c'est l'exposition à ces cryptos. C'est subtil, mais légalement c'est ce que vous avez, quoi. Et ces cryptos, elles sont sur la balance sheet en fait, hein, donc elles sont sur les comptes des Revolut et donc ils doivent les reporter, etc. de manière comptable. Ce qui fait qu'en fait si demain en fait leur omnibus wallet, ça fonctionne comme ça, ils ont une sorte de gros wallet au milieu. Ils sont obligés en fait de l'ouvrir au monde pour que vous puissiez commencer en fait à déposer vos cryptos avec ce qu'on appelle les adresses virtuelles, hein, un peu comme on peut avoir des IBAN virtuels aussi, directement vos cryptos chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont exposer leur balance sheet. Et ça, c'est un risque que la conformité aujourd'hui ne peut pas s'engager à prendre, encore moins de manière limitée, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas de limite en termes de dépôt. Hein. Si je t'envoie 10 bitcoins, tu vas les recevoir. Tu ne pourras pas dire, bah non, je les veux pas. Et quelle que soit la source. Et donc ça, Revolut ne peut pas se le permettre. Et le seul moyen en fait de le faire, d'avoir en fait une sorte de compte courant sur lequel on pourrait directement déposer ces cryptos, c'est de le faire de manière non custodiale. Parce qu'en fait, les cryptos vous appartiennent. Donc en fait, l'institution financière, elle s'en fout. Et bah ouais, c'est le client qui les a, ça lui appartient, c'est dans sa self-custody. Légalement, c'est à lui, c'est pas à nous. Et par contre, on fera un contrôle, bien sûr, au moment de l'off-ramping, mais on pourra faire un contrôle parce qu'en fait, on aura cette visibilité sur la chain directement. Ouais, et ça t'évite en plus plein de paperasse, de licences, de communication avec les régulateurs à avoir aussi, de ne pas avoir à gérer toi-même tout ça. Alors la licence, elle est toujours là. Il faut quand même toujours être régulé, que ce soit pour l'off-ramping, on-ramping, et surtout pour la partie fiat, en fait, hein, à partir du moment où tu t'offres en fait des services bancaires, oui. Voilà, t'as pas le choix. Et on vient de choper notre PSAN hier, parce qu'on est quand même obligé aussi d'être régulé par l'AMF sur le côté crypto. Maintenant, ça a plein d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'en fait, en effet, l'utilisateur est maître de ces cryptos, c'est les siennes, quoi. Elles sont pas à nous. On va pas lui dire, bah non, là, t'as pas le droit de les retirer parce qu'on va faire des contrôles en plus, etc. Moi, je suis sur Binance, sur Coinbase, à chaque fois, je tremblais, j'avais une sueur quand j'étais en train de transférer 3 bitcoins, quoi. Parce que tu as 15 minutes où les mecs check, je sais pas quoi. Mais pas que chez eux, hein, c'est PayPal dans certains cas aussi, les néobanques de manière générale.
général, des fois, c'est ton fric, mais pas trop quand même. Et ça, c'est quelque chose ça. Je déteste. Et c'est ça qui m'a rendu pro-crypto, hein, notamment. Là, je suis exactement comme toi, je trouve ça insupportable. Très simplement, moi, je vais te dire ce qui m'a rendu pro-crypto. Je me rappelle, pour la petite anecdote, la petite histoire, c'est la banque postale. Et j'ai un pote qui va à la banque postale et qui veut retirer du cash pour aller à l'Apple Store pour s'acheter un iPhone. Et il y avait un petit écriteau sur la banque postale. Il disait, si vous voulez retirer plus de 800 € à l'époque, il nous faut les justificatifs de vos achats. J'étais, mais putain, mais d'où c'est ta thune? Mais qu'est-ce que c'est, quoi? Les mecs sont fous. Enfin, tu vois, c'est à toi. Et on le voit ailleurs, on le voit en Libye, je crois. Non, c'est au Liban, pardon. Au Liban, en ce moment, avec des comptes d'épargne qui sont bloqués à cause de l'hyperinflation. Donc les gens, c'est leur argent, ils peuvent même pas le retirer. Les comptes sont bloqués. Ou si t'as pas la bonne nationalité, enfin si t'es russe, tu vois, c'est pas ta faute si Poutine fait de la merde, tu vois. Enfin et tes comptes sont bloqués aussi. Enfin, mais les auditeurs connaissent mon avis sur le sujet, mais ouais, c'est tous ces éléments-là qui font que on aime la crypto, tout simplement. Et tu l'as gagné la sueur de ton front. Enfin, tu vois, c'est ton argent et du jour au lendemain, on peut te dire, bah non, il est plus à toi. Donc moi, si tu veux, cette idée de self-custody, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu monter des blocs, elle est très importante pour nous. D'accord. Tous tes fonds sur self-custody sont à toi et c'est tout. Maintenant, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, la baguette de pain au bout de la rue, tu vas devoir quand même la payer en euros. Quoi. Tu vois, t'as pas trop le choix pour l'instant. Et donc c'est pour ça que tu es obligé quand même de fournir des services bancaires et des services en euros, etc. Et donc on s'est dit en fait qu'on n'allait pas faire que du Web 3, on va pas faire du Web 2, on va faire du Web 2.5. On va vraiment essayer de prendre le meilleur des deux mondes et de les mettre ensemble. Et juste pour finir là-dessus, parce que je trouve ça passionnant, je trouve ça vraiment hyper intéressant. La fiat, l'euro, etc. C'est super, on arrive à faire plein de choses aujourd'hui et il y a beaucoup de personnes, Aurore Laluc entre autres, je ne veux pas lui taper dessus, mais bon voilà, qui nous expliquent à court de journée qu'en fait la crypto c'est que de la spéculation, la crypto c'est que du crime financier, la crypto ça sert à rien, ça n'a pas d'utilité sociale, j'ai entendu mais 1 milliard de fois. Il s'avère que c'est faux pour plein de raisons. Je vais pas citer les 2 milliards de personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à un compte en banque. Je vais pas citer les facilités de transfert à l'étranger, etc. Mais un exemple très court. Et le paiement irrévocable. Bien sûr, et le net settlement. Quand on fait un paiement par carte, aujourd'hui, on est sur 24 heures. Okay. Donc en fait, tu vas voir le pluraliste, tu t'achètes un paquet de clopes, ok. Le mec, il fait confiance à Visa, il va le payer 24 heures après. Mais il va pas avoir l'argent tout de suite. Okay. La crypto, on appelle du net settlement, tu l'as immédiatement. Mais il faut aussi comprendre, ça, peu de personnes le comprennent et le savent. Mais quand tu fais un paiement à l'étranger, tu as des sortes de tables de routing de paiement à l'étranger. En fait. Donc tu vas dire, je veux payer, je sais pas moi, 1 000 $ à une banque, n'importe quoi, au Guatemala. Et en fait, tu vas dire à ta banque, Société Générale, je vais payer une banque, je vais payer à mon pote au Guatemala 1 000 balles. Quoi. Et donc, en fait, là, il y a une sorte de table de routing où, en fait, la Société Générale va l'envoyer à une banque en Suisse, qui va l'envoyer à une banque en Allemagne, qui va l'envoyer à une banque aux États-Unis, qui va l'envoyer à une banque au Mexique, qui va l'envoyer au Guatemala. Okay, donc, en fait, tu vas avoir un réseau comme ça, avec à chaque fois un routing assez obscur. Un routage et des frais. C'est ça. Et des frais. Et à chaque fois, la banque va prendre 10 balles. Tu vois, chaque nœud, ça prend 10 balles. Et au final, tu te retrouves avec ta thune et tu as perdu 50 balles sur tes 1 000 balles, tu vois, tu reçois que 950. Mais c'est parce que ça fonctionne. La crypto, c'est ton pote, il a un téléphone, il n'a pas besoin d'avoir de compte en banque, hein. Il a un téléphone ou un ordinateur, tu lui envoies en direct, en 10 minutes, c'est plié, ça t'a coûté 1 balle. Les gens qui m'expliquent aujourd'hui qu'il n'y a pas d'utilité sociale à la crypto ne comprennent pas le paiement, ne savent pas comment le paiement fiat, parce que quand on sait comment le paiement fiat fonctionne, on comprend que la crypto en tant que telle, la blockchain en tant que telle, c'est le futur du paiement. Parce qu'il y a une intercompatibilité mondiale, parce que n'importe qui avec un téléphone peut l'utiliser ou un ordinateur. Il suffit juste d'avoir une clé privée et cette intercompatibilité, où qu'on soit dans le monde, elle marche tout de suite et de peer-to-peer, donc de pair à pair. Donc, quand on a compris ça et que derrière on commence à creuser, voilà, DeFi, etc., on se dit qu'en fait il y a une vraie utilité à la chain et nous on veut l'offrir cette utilité. Et la même chose, si tu veux, on veut faire la même chose du côté fiat. Et la vision des blocs, c'est de dire, ben voilà, on va offrir les mêmes services fiat, les mêmes services crypto et on va traiter la crypto et la fiat exactement de la même manière, parce qu'il ne devrait pas y avoir de différence. Et ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, je comprends totalement la vision. On a eu d'ailleurs une question plus tôt. À ton avis, pourquoi personne n'a pensé à faire du non-custodial avant? C'est vrai, pourquoi on attend d'être en 2023 pour que tout le monde se réveille? Je pense que FTX a été un réveil pour beaucoup de personnes. Nous, on avait commencé il y a 1 an déjà, donc avant FTX, avant tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à passer sur du non-custodial post-FTX. La vraie réponse, je sais, il y a une sirène qui passe derrière moi. La vraie réponse, c'est que c'est dur. C'est très compliqué d'un point de vue technique, d'un point de vue produit et d'un point de vue aussi conformité. Business peut-être? Même pas forcément. Mais en fait, si tu veux, je prends l'exemple de Revolut parce que je connais bien. Tu es Revolut et tu dois expliquer à tes utilisateurs que tu vas faire du non-custodial, que la seed phrase, ils peuvent pas la perdre, sinon ça va exploser le nombre de requêtes à ton customer support. Typiquement, un blockchain.com, la requête numéro 1 qu'ils reçoivent
de plainte des utilisateurs. C'est des mecs qui ont perdu la seed phrase du wallet non custodial de blockchain.com. Et derrière, tu dois leur expliquer qu'ils vont payer du gaz. Bon, ils payent déjà des fees, donc ça, à la limite, pourquoi pas. Et qu'en fait, l'achat de Bitcoin, ça va pas être instantané, mais ça va prendre 10 minutes. C'est des barrières techniques qui font qu'en fait, c'est trop compliqué pour eux, déjà en termes d'éducation, de faire de la pédagogie vis-à-vis de leurs utilisateurs, et aussi d'un point de vue technique. Faire un non-custodial vraiment intégré à un compte fiat, c'est pas simple. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué pour plein de raisons. On pourra en parler plus en détail, mais si on veut faire les choses bien, qu'on veut aussi onboarder le prochain milliard d'utilisateurs en fait et les amener vers le Web3 et vers la chain directement, c'est pas si facile que ça. En tout cas, c'est beaucoup plus dur que appeler Fireblock et leur dire ben voilà, je veux offrir des cryptos à mes utilisateurs, je me plug à votre API et on fait tout en custodial quoi. D'ailleurs, c'est une base de données. Ça, c'est facile, c'est du custodial, c'est ce qu'a fait N26, c'est ce qu'a fait Revolut, c'est ce qu'a fait Lydia, ce que fait Coinhouse, etc. Ce que fait un peu tout le monde. Le faire de la même manière, avec la même expérience non custodial, plus in-house, mais on y arrive. Très bien. Et du coup, je vais enchaîner sur le business model. Moi, j'aimerais bien comprendre comment vous gagnez de l'argent dans tout ça. Qu'est-ce que vous avez en tête? Parce que, voilà, tu parlais de Revolut tout à l'heure. Tu as l'impression que c'est un business où tu lèves de l'argent et tu croises les doigts pour devenir rentable un jour. Mais en attendant, c'est un puits sans fond. Il y a deux trucs. Il y a la fiat et la crypto. La fiat, que ce soit un Revolut ou autre, ça rapporte plus d'argent. C'est très compliqué. C'est compliqué pour Lydia, c'est compliqué pour Revolut, c'est compliqué pour Monzo. Pourquoi? Parce qu'en fait, les frais de change, je pense entre autres aux frais de change interbancaire pour les paiements par carte, entre autres. C'est comme ça que se rémunère un Revolut, sont ridicules. Ça vaut plus rien. On parle de 10 bips, de 0,1%. C'est pas ça qui va les rendre rentables. Aujourd'hui, un Revolut, ils sont rentables de deux manières. Ils sont rentables via leurs plans, donc les plans de Revolut, le premium, Metal et une sortir l'ultra si j'ai pas de conneries, et via les cryptos. Il faut savoir que les cryptos, ça représentait plus de 50% de la marge brute de Revolut en 2021. Ah ouais, ils s'en vantent de ça ou pas tant que ça? Pas des masses, ça reste entre nous. Mais voilà, c'est grosso modo les chiffres, c'est ça, c'est une grosse partie en fait. Et c'est vrai pour Revolut, c'est vrai partout que la crypto est rentable. Pourquoi? Tout simplement parce que ça doit être aussi vrai pour le trading, parce que les frais sont plus importants. Donc si on regarde aujourd'hui un Coinbase, très longtemps ça a été très rentable parce que les frais étaient importants. C'est quelque chose qui va se commoditiser en quelque sorte. Il y aura de plus en plus de rédacteurs et les frais devraient baisser. Donc ça pour dire que voilà, la fiat c'est pas très rentable. Donc chez Desblocs, le business model est axé sur deux points. Il est axé sur le côté plan, exactement comme un Revolut. Donc premium, voilà. On fait du premium et c'est tout, parce que d'ailleurs on a un plan natif mais qui est débloquable qu'avec un NFT qui est gratuit. Voilà, c'est le meilleur plan chez nous, mais il est gratuit, on fait pas d'argent dessus. Et sur les frais, si d'aller sur notre site web, tous les frais sont transparents, on est très clair dessus. Ça peut aller de 0% en fonction de la fonctionnalité, du plan, etc. Ça dépend du plan, ça dépend de la fonctionnalité de beaucoup de choses, jusqu'à au maximum de 3% quand c'est un plan gratuit et on essaye de faire juste de l'offre ramping. Il y a un besoin de masse critique d'utilisateurs quand même pour retomber sur vos pieds. Carrément. Et cette masse critique, elle est entre 80 000 et 100 000 utilisateurs actifs. C'est pas énorme. C'est pas énorme du tout. On n'a pas besoin des 30 millions d'utilisateurs actifs de Revolut. Et en vrai, 80 000 à 100 000. Moi, avant, j'étais chez Revolut, mais avant ça, j'étais entrepreneur B2C, donc dans le dating. Ok. Et on parle de, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, ça date un peu maintenant, mais d'une application qui s'appelait Once, une match par jour. Ça arrivait un peu après Tinder et Happen. Ça a quand même tapé en Europe, c'est 15 millions de téléchargements. Autant dire que tu vois, quand tu as fait 15 millions de téléchargements une fois, 100 000 utilisateurs actifs, logiquement sur un produit bancaire qui tient la route, on le sait, généralement les gens qui entreprennent, ils testent plein de comptes, ils ouvrent plein de comptes partout, ils mettent pas toutes leurs billes dans le même panier, il suffit que tu arrives à séduire un petit peu les cryptos utilisateurs ou les fans de néobanques et ouais, tu peux y arriver assez vite, je pense. On est 8 milliards d'habitants. Ça devrait aller. Il y a ça, il y a aussi le fait, si tu veux, que contrairement au dating, on a des coûts d'acquisition en tant qu'institution financière qui sont 10 fois supérieurs au dating. Donc en fait, on a un budget marketing qui est 10 fois supérieur à ce que j'avais quand je faisais du 15 millions de téléchargements. Donc de ce côté-là, on n'est pas trop inquiet. On pense que ça va très très bien se passer. On a le budget on a levé 12 millions d'euros en pré-seed et une grosse partie, si tu veux, de cette levée est destinée au marketing. C'est une levée en equity que vous avez fait? Ouais, que de l'equity. Que de l'equity. Putain.
12 millions? C'était pas, non, mais surtout, non, c'était pas si simple. Et le bear market avait commencé, les gens se commençaient déjà à désintéresser de la crypto, hein. Donc on l'a closé en octobre. Incroyable. Et Juste donc, avant que l'oncle Sam vous mette dedans, d'ailleurs. c'est ça, c'est ça. Ah, oui, oui et non, parce que si tu veux, l'oncle Sam, il a vraiment renforcé notre proposition de valeur. On a toujours pitché du non-custodial. On a toujours pitché du non-custodial, pas forcément pour la sécurité des fonds, etc. Bien sûr, c'était un effet annexe, mais on l'a pitché parce que pour pouvoir en fait unlocker, débloquer toute cette partie off-ramping, on-ramping directement on-chain depuis ton compte en banque vers la chain et vice-versa, quoi. Question pour toi, du coup, c'est limite une série A en parlant de la levée. Enfin, les repères changent sûrement côté banque. Moi, j'y connais rien. Ouais, ça change pas mal. Ça reste du pré-seed, hein, donc du pré-amorçage parce qu'on n'est pas encore de produit. Quand on sera post-revenu, on lèvera une série A. On va quand même se positionner pour une série A pour le prochain tour, s'il y a un prochain tour, et qui devra arriver vers la fin 2025, quoi. Ouais, donc on est vraiment sur du sérieux. C'est ce que je vous disais, les gars, on est sur un produit sympa. Alors, petit résumé, bon, vous l'avez compris. Produit bancaire, produit crypto, on mélange les deux en mode 2.5. Non custodial, vous gardez la main sur la partie crypto. Il y a bien entendu une obligation de KYC quand vous commencez à rentrer dans le game du fiat, crypto to fiat, fiat to crypto. On va rentrer dans les détails juste après. Moi, j'ai une question, elle est très simple. Ça fait 25 minutes qu'on est ensemble. Ça sort quand, Jean? Ça sort quand, des blocs? C'est une très bonne question. J'aimerais te donner une date, tu sais, comme un jeu vidéo qui va le 12 mai 2020. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc, on vient d'être PSAN. On attend encore un agrément, qui est l'agrément UME de la CPR Banque de France, qu'on espère avoir courant septembre. Alors, qu'on pense avoir courant septembre. On va lancer une bêta. Très logiquement, alors c'est un peu compliqué quand on fait comme ça avec le bancaire. Tu nous parles d'agrément, tu parles de l'EME, c'est l'établissement de monnaie électronique. On n'est pas sur le PSAN. Rappel rapide, qu'est-ce que c'est qu'une EME et pour faire quoi avant d'enchaîner? Alors, l'EME, c'est typiquement l'agrément classique des néobanques. C'est ce qu'a Conto, c'est ce qu'a Lydia, c'est ce qu'a Revolut ici au Royaume-Uni. Voilà, l'EME, c'est vraiment l'agrément de la néobanque. C'est différent de l'agrément bancaire, ce qu'on appelle l'agrément bancaire complet. La seule différence en fait entre un agrément bancaire et un agrément EME, c'est qu'en fait l'agrément bancaire permet de faire du crédit ou faire des prêts immobiliers, etc. Ce que nous, on peut pas faire. Voilà, c'est ça. Ce que nous, on peut pas faire. Juste pour info, l'ambition, en tout cas, de Dblock, c'est d'obtenir cet agrément EME et de derrière aller chercher un agrément bancaire. Pourquoi on va pas directement chercher l'agrément bancaire qui permet de faire justement des prêts, etc. C'est que ça prend plus de temps. Une banque comme Imobank, par exemple, ils ont besoin de 3 ans et demi pour avoir leur agrément bancaire. On n'a pas envie d'attendre 3 ans et demi avant de sortir le produit. Donc, on passe par un EME de manière transitoire à la Lydia, Conto, Revolut. Et derrière, on ira chercher l'agrément bancaire dont on a besoin. Parce qu'encore une fois, si on veut faire de la DeFi d'un côté et faire des loans, voilà, côté chain, et on a envie de faire la même chose côté fiat avec éventuellement des prêts, etc. Donc ça, c'est le MEE. Et côté PSAN, donc il y a l'enregistrement. Donc il y a, je crois, 70 boîtes, grosso modo, qui ont un enregistrement PSAN en France, dont Binance. 82. 82 maintenant. Et ça augmente. En plus, je sais pas pourquoi je dis 70, qu'on est le numéro 81. Donc, 82 boîtes. Et derrière, il y a en fait, vous avez peut-être entendu parler de Mika, qui devra arriver courant 2024. Et donc, la France est le seul pays qui a créé un agrément PSAN. Donc, il a un enregistrement PSAN. Et là, c'est quand même, c'est pas facile à avoir, mais ça devient de plus en plus compliqué, d'autant plus qu'il a été renforcé dernièrement. Et au-dessus, il y a l'agrément PSAN. L'agrément PSAN, personne ne l'a eu jusqu'à présent. Ni la Société Générale, ni de l'UBAC, ni Binance, ni personne. Et c'est beaucoup plus compliqué à avoir. Et on est en process aujourd'hui pour obtenir un agrément PSAN. Et là, l'intérêt de l'agrément PSAN, en fait, c'est que la différence entre l'agrément PSAN déjà et l'EME est assez faible. En fait, les prérequis pour avoir un agrément PSAN et une EME sont grosso modo les mêmes. Et 2-3 différences près. Et l'agrément PSAN, en fait, est très proche de Mika. Donc, à partir du moment où vous avez un agrément PSAN, l'upgrade vers Mika devrait se faire assez naturellement. Je pense que de toute façon, la France, elle lead un peu le sujet. Hein. Pour moi, je l'ai dit en live, il y a des preuves sur notre chaîne YouTube, c'est pour moi, t'as le PSAN, c'est un peu le passeport européen, après t'as Mika, et après, je pense que quand t'as Mika, peu importe ce qui va se passer dans les autres continents, ça va être plus ou moins parce qu'on est assez avant-gardiste sur la partie réglementation. Donc au final, ça part un peu de la France, tout ça. Hein. Non, c'est carrément. Et l'AMF, on peut dire ce qu'on veut. Les mecs sont quand même à la pointe de leur sujet. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils ont l'idée de toutes les conversations sur Mika. Quand on est arrivé les voir, on a fait notre premier meeting avec l'AMF et la SCPR, donc la Banque de France, et on leur a dit, voilà ce qu'on veut faire. On veut faire un non-custodial wallet et on veut faire en fait une néobanque, voilà, machin. Et on explique un peu des blocs. Et les mecs nous ont regardé, on a fait, ah ouais, ça fait du sens. Ouais, c'est hyper intéressant. Votre non-custodial wallet, etc. Enfin, on n'est pas dans une approche, on est obligé en fait d'expliquer ce qu'est un non-custodial wallet, ce qu'est la chain, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça marche, quelle est la différence. Les mecs savaient très bien de quoi on parlait. Et non seulement ça s'est très bien passé, ils nous ont dit bravo parce que vous êtes les premiers à faire ça.
on n'a jamais vu ça avant, c'est hyper intéressant, on va bosser ensemble et on va essayer de délivrer ensemble. Et délivrer ce produit, voilà, main dans la main, le régulateur et les entrepreneurs. Ils sont cool, l'AMF, hein, franchement. Mais la CPR aussi, assez remarquablement surpris par la CPR, par les deux. Okay. Et je le dis ouvertement parce que on a eu d'autres relations avec d'autres régulateurs. Hein. On n'a pas regardé que la France. On regarde la France pas parce que je suis français, parce que c'est un marché pour nous qui fait du sens. On pourra aussi en parler. Okay. Mais quand tu es confronté à la FCA au Royaume-Uni, à BaFin en Allemagne, etc., par contre, qu'en fait, que l'AMF et la CPR, ils sont assez business friendly. Ils comprennent grosso modo ce que tu veux faire. Ils sont à la pointe de la tech. Ils sont pas du tout perdus comme moi, j'aurais pu l'imaginer avant. FCA, pour ceux qui savent pas, voilà, c'est le régulateur UK. Avant, c'était, je le dis, hein, avant, c'était l'autoroute. Avant le Brexit, tu voulais vite avancer. T'allais au UK, les gars ils disaient bonjour, comment tu t'appelles? Ok, t'habites où? Ok, c'est bon, t'as le dossier, tu peux commencer à travailler. Et après, tu faisais tes trucs et puis t'allais et t'avais ton passporting européen. Ensuite, on a eu le Brexit, donc il y a une période transitoire où ça marchait pendant, je sais pas, 1 à 3 ans. Et là, maintenant, c'est niet. Si vous voulez toucher le marché européen, il faut obligatoirement passer par une entreprise, enfin, avoir un agrément en Europe. Et comme tu l'as dit, si tu veux faire les choses propres, c'est généralement France avec la CPR Banque de France ou BaFin en Allemagne. Parce que si on va taper un petit peu plus à l'Est, bon, même si on est censé être un terrain européen qui se soutient, etc. Généralement, quand tu tapes un peu trop à l'Est, ça marche pas trop. En fait, ça va marcher. Alors, il y a deux trucs. Ça est hyper intéressant ce que tu dis. Déjà, tu connais bien le sujet, c'est cool. Et si tu vas taper en Lituanie, parce qu'on parle de la Lituanie, parce que beaucoup sont allés taper en Lituanie. À l'époque, je parle d'il y a 2-3 ans, la Lituanie, tu venais avec une page double, ok. Les mecs te filaient ton enregistrement. C'était un peu ça. C'était vraiment le moulin était ouvert, quoi. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. En Lituanie, déjà, tu dois t'écrire dans la langue locale, etc. Et les dossiers sont plus solides. Maintenant, ça reste plus facile, je pense, qu'en France et comme dans les pays qu'on va appeler clean, en dehors de Chypre, Malte, etc. Et le problème de ça, en fait, nous, on y a pensé, hein, on y a réfléchi, on a qu'à lancer plus vite. Naturellement. On va aller choper un IBAN lituanien, voilà, comme certains de nos concurrents, et on va lancer comme ça. Et ça pose deux problèmes. Problème numéro 1, c'est qu'on peut pas faire de pub en France sur le côté crypto si on a un enregistrement qu'en Lituanie. Il faut avoir aussi un enregistrement avec l'AMF pour pouvoir en fait faire de la publicité en France. Et ça encore, pas très très grave. Hein, le bouche à oreille peut fonctionner éventuellement, etc. Mais le plus gros problème, en fait, c'est encore une fois, c'est les partenaires bancaires. Donc, je disais au début de la conversation qu'en fait, la vraie barrière à l'entrée, c'était les partenaires bancaires. Et même si tu es une banque lituanienne, à partir du moment où tu vas offrir un peu de la crypto, donc toi, tu es content, tu as ton produit, voilà, tu arrives avec tes 100 bitcoins, tu vois, tu es une grosse baleine, et hop, tu offres tout en euros sur ton IBAN lituanien. Pour l'instant, tout se passe très bien. Et tu l'as fait pourquoi? Parce que tu avais un projet d'achat immobilier, par exemple. Donc, tu veux virer cet argent sur ces 3 millions sur un compte, sur le compte du vendeur, quoi, hein, de la belle maison que tu as trouvée en Normandie. Et cette personne qui a un compte Société Générale attend l'argent et l'argent n'arrive jamais. L'argent n'arrive jamais parce que la Société Générale, il refuse ton paiement. Il refuse ton paiement en disant attends, t'es mignon, mais Débloc, ils sont régulés en Lituanie. Ils ont un IBAN lituanien. On sait qu'ils font de l'off-ramping de crypto. Donc nous, en fait, pour des conditions, pour des raisons de blanchiment d'argent, c'est une excuse où ça l'est pas, hein, ça peut être complètement légitime. Exactement, en fait, la même logique qui suit les banques qui refusent en fait des virements des exchanges pour la même raison. Et nous, on refuse les paiements de Débloc. Et ça, je le sais, j'en parle très bien parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec typiquement Revolut. Hein. Revolut, il y a des paiements qui étaient bloqués simplement parce qu'ils avaient un IBAN lituanien. Il y avait certaines banques et on a pu à la main les appeler, débloquer leur expliquer la situation, qui refusaient les paiements de Revolut, en disant Revolut sont mignons mais ils sont régulés en Lituanie. Donc en fait, on refuse leur paiement. Donc c'est très cool. Hein. Tu peux aller très vite, mais tu vas être une île tout seul. Donc les mecs vont pouvoir off-ramper chez toi, non chez toi, mais en fait ils pourront faire de virements CEPA à personne parce que tout le monde va te refuser. Donc en fait, même si c'est un peu plus lent, même si c'est un peu plus compliqué, même si c'est un peu plus dur, difficile pardon, il vaut mieux passer par la CPR et par l'AMF, parce que derrière, ça devient beaucoup plus compliqué pour une banque française de dire non. On a des questions très intéressantes dans le chat. J'ai aussi mes questions, mais on va prendre un peu les vôtres. Vous avez prévu des comptes pro, comme chez Revolut, tu as Revolut pour les particuliers, tu as Revolut pour les pros, c'est mon cas d'ailleurs. Vous proposerez ça chez Débloc? Alors, pas au début. On a plein d'idées, on a envie de faire plein de fonctionnalités, etc. Maintenant, voilà, la barque est chargée. C'est déjà très compliqué. On aimerait faire en fait le corps du produit très très bien le tester, être sûr que ça fonctionne, que l'off-ramping en ramping limité marche bien,
que les cartes bancaires marchent bien, que les paiements SEPA fonctionnent parfaitement, que les directs débits, etc., vos abonnements, tout fonctionne bien. Et à partir de là, on se posera la question de comment est-ce qu'on va étendre l'offre. En effet, vers éventuellement un compte pro, on y pense, éventuellement un compte jeune, on y pense, passer derrière un full agrément bancaire et proposer des prêts, on y pense aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire. Pour l'instant, le compte pro, on le verra pas en 2024. Alors, je pose ce message, mais je suis pas certain qu'il soit pertinent. La concurrence avec la Société Générale arrive, il le vit comment? On leur a parlé plusieurs fois. Alors ils ont Forge à la Société Générale, et ils ont aussi une équipe qui bosse sur les cryptos, etc. Et nous, on leur a exposé notre projet. Au début, on cherchait un partenaire bancaire. Et je me rappelle très bien de la personne à qui j'ai parlé qui m'a dit, ouais, vous savez, il y a d'autres banques dans le milieu qui travaillent un peu sur la même chose. Et maintenant, pour avoir bossé, moi j'ai bossé pour BNP Paribas au début de ma carrière, et pour avoir bossé dans une banque comme Revolut, qui pour le coup, qui est très rapide, qui a une très grande vélocité. La meilleure néobanque, faut le dire. Faut le dire très clairement. Ils sont très rapides, ça envoie vraiment quoi. Belle culture. Je suis pas très inquiet. Je suis pas très inquiet parce qu'en fait, je sais que ces structures sont très, très, très lentes. Ouais, techniquement et surtout du point de vue compliance, c'est ça. C'est ça. En fait, ils vont avoir besoin de 2 ans pour passer la compliance. Derrière, ils auront changé 3 fois de PM. La technologie aura changé. Il y aura une nouvelle layer de. S'ils y arrivent, c'est cool. Et qu'ils le fassent, j'ai envie de le dire. mais voilà. Chez les blocs, on n'est pas inquiet. En tout cas, on voit pas la Société Générale comme une menace directe. On peut se planter, voilà, ça peut être très arrogant, etc. Et on peut se planter. Et pourquoi pas, et s'ils y arrivent, bravo les gars, quoi. Maintenant, je sais que ce qu'on fait, techniquement parlant, pour avoir encore une expérience qui ressemble à une expérience custodial, mais qui soit non custodial, c'est pas simple du tout. C'est très compliqué. Mais je pense que la Société Générale, si je dis pas de bêtises, bosse avec Fireblocks directement. Les mecs, ils sont pas encore. Je reprendrai vos questions tout à l'heure. Un peu les miennes, du coup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes associés? J'ai noté en off Adriana, Aaron et Mario qui ont des postes clés chez vous. Tu n'es pas tout seul à piloter cette boîte. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces gens-là avec qui tu t'es associé pour créer Desblocs? Il faut savoir que je suis le seul Français chez Desblocs. Voilà. On est tous à Londres et j'ai 3 associés qui sont absolument. Je suis vraiment le clown dans l'histoire. Donc en fait, je vais rencontrer. Mario, je le connais depuis quelques temps. On a monté une boîte ensemble. C'est un mec, donc c'est le CTO, donc le directeur technique. Il avait écrit 2 bouquins. Vous pouvez les acheter sur Amazon si ça vous intéresse, sur l'algorithmie, je sais pas quoi. Enfin, des trucs un peu trop complexes pour moi. Et on a monté une boîte ensemble. Le mec est super chill, super cool. Il est arrivé chez Revolut et c'est devenu le lead technique crypto chez Revolut. Et il s'est barré parce qu'il s'est fait débaucher par Ledger pour devenir directeur technique chez Ledger, directeur de l'ingénierie chez Ledger. Je me permets d'afficher les LinkedIn comme ça montre un petit peu. Donc là, on parle de Mario pour le moment, effectivement, joli CV. Et Mario est espagnol, voilà, donc il habite à Londres aussi, très cool. Et derrière, on a Adriana. Donc Adriana, elle est vénézuélienne. Elle a eu plusieurs rôles chez Revolut. Il a passé 3 ans. Et donc, elle a été COO de Revolut. COO, donc c'est en français directeur des opérations. Et en fait, Adriana, c'était un peu la personne qui a eu toutes les licences de Revolut. Enfin, la branche aujourd'hui, et si aujourd'hui on peut avoir en effet un IBAN français chez Revolut, c'est Adriana. La banque chez Revolut en Lituanie, tout ça, c'est Adriana. Les différentes branches, essentiellement en France, c'est Adriana. Donc en fait, toute la partie régulation chez les blocs, qui la comprend vraiment, c'est Adriana. Voilà. Et c'est une rockstar. Elle était boss aussi des ressources humaines au début chez Revolut, elle est partie boss des opérations, etc. Hyper forte. Du Venezuela, grosse résilience. Derrière, on a Aaron, qui est le dernier de l'équipe. Et en fait, donc il y a Mario, il est très Web3, moi je suis assez Web3. Adriana et Aaron, pas du tout. Et Aaron, c'est le banquier. Donc en fait, il faut un banquier quand tu montes une banque. Si tu montes une banque, en tout cas, il faut un banquier. Et c'est Aaron. Et Aaron, il était boss en fait chez Revolut des paiements, de tous les paiements. Il faut savoir que en fait, une institution financière, c'est un service de paiement. Ça rien d'autre. C'est essentiellement ça. C'est un service de crédit et de paiement. Donc tous les néobanques aujourd'hui qui n'ont pas de licence de crédit, c'est des services de paiement et rien d'autre. Donc c'était le boss de paiement chez Revolut. Et c'était surtout le boss en fait de tout ce qu'on appelle les financial partnerships, donc les partenariats financiers. Donc c'est lui qui détenait cette relation avec JP Morgan, avec HSBC, avec Société Générale, etc. Et le fait en fait que Société Générale, HSBC, JP Morgan continuent à accepter le paiement de Revolut, même s'ils sont régulés en Lituanie, c'était Aaron Beck, qui lui est américain. Donc en fait, on a une équipe qui est très complémentaire, très internationale, voilà, vénézuélien, espagnol, américain et français. Et puis derrière, on a toute une équipe derrière nous, bien sûr, on n'est pas que tous les 4 à construire des blocs. On a près d'une vingtaine d'ingénieurs qui bossent non-stop sur le produit.
Au début, assez naïvement, je pensais qu'on pourrait sortir un produit avec 10 ingénieurs et je serais plié. Il en faut au moins le double. Et du coup, comment ça se fait que c'est toi qui es CEO au final Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton rôle au sein de Débloc dans toute cette histoire? Ouais. Je pense pour deux raisons. La première, si tu veux, c'est on est dans un écosystème startup. C'est un écosystème que je connais très bien. C'est ma troisième boîte. J'avais déjà levé plusieurs dizaines de millions d'euros avant. Donc en fait, pour l'apport en capital, la relation avec les fonds d'investissement, c'est essentiellement moi. Un CEO et un président dans une boîte comme ça, il fait d'abord de la relation investisseur. Donc il prépare le prochain round, il close le précédent, etc. Il y a toutes ces parties en fait CEO qui existent. Et la deuxième, en fait, c'est la partie produit. Les CEO des startups aujourd'hui, quels qu'ils soient, sont essentiellement des product managers. Tu prends Nick Soronsky chez Revolut. Tu savoir que Nick chez Revolut, il passe 90% de son temps à faire du produit. La couleur du bouton chez Revolut aujourd'hui, la taille de la fonte est validée par Nick Soronsky, quel que soit le produit. Ça peut être dans les terms and conditions, tout au fond à la signature. Si le truc est rouge, Nick Soronsky l'a dit, il faut que le truc il soit rouge, quoi. Voilà. Ouais, je vois très bien. Voilà. Je vois très bien. Et la partie produit, aujourd'hui, chez Débloc, c'est moi. Pour info, avant d'être boss des cryptos chez Revolut, j'étais le lead produit de l'application principale de Revolut. Donc, c'est moi qui m'occupais de l'application principale. Et aujourd'hui, vous recevez tous les 3 semaines une invitation à référer un pote pour 50 ou 100 euros. Ça, typiquement, c'est moi. Ok. Voilà. C'est toi. Je vous le dis. Très bien. Très bien. Moi, j'ai consommé Revolut direct. Comme je te disais en off, moi, j'ai bossé pour un EME. C'était du paiement via numéro surtaxé. On voulait justement faire un virage paiement tout court. À l'époque, on avait une partie à Nice en France, une partie en Irlande pour les centres de coûts employés et compagnie. Et on avait le bureau pour l'EME au UK. Et un jour, le patron, il me montre Revolut avec la carte en dégradé un peu violet rose. Et on a tous pété les plombs. Et on s'est dit, mais comment... à l'époque, je crois que c'était Mastercard au tout début. C'était pas Visa. Comment on a une app où tu débloques la carte, tu la rebloques, tu changes ton PIN, tu machin, tu truc, tout sur une app. On a pété les plombs. Et là, on s'est dit, ouais, c'est vraiment puissant. Et donc là, aujourd'hui, vous faites un gros dumping de chez Revolut, que ce soit toi et les 3 associés que tu nous as présentés. On sait tout ce qu'il fait, on s'aime bien, on est d'accord sur l'idée, sur la vision. Tu vois, à un moment donné, tu te dis, il faut y aller, tu vois, et on s'est tous barrés et on a bossé ensemble. Ouais. Et puis avec la même culture, on a déjà travaillé ensemble, donc c'est plus facile. Et on travaille avec les mêmes outils. Enfin, tu vois, en fait, tout va plus vite et tout est plus simple. Pour revenir sur ce que tu viens de dire, ça c'est intéressant parce que tu as 2 moyens de faire de la carte de paiement aujourd'hui. Tu peux faire tu vas avoir accès directement à Visa et Mastercard. Donc en fait, faire partie directement, être membre de Visa, du schéma Visa et Mastercard, ou utiliser ce qu'on appelle un BIN sponsor. Donc en fait, aller appeler une boîte qui, elle, a cette relation avec Visa et Mastercard, ou avec Visa ou avec juste Mastercard, et leur dire, ben voilà, moi je suis prêt à vous payer pour pouvoir générer des numéros de cartes, etc. Comme PaySafe Group, non? C'est ce que fait PaySafe Group, je crois. Il y en a beaucoup, il y a Contis, il y a PaySafe, il y en a quelques-uns. C'est une sorte de base de banque as a service, mais pour les cartes. Ouais. Et si tu as la carte Binance, t'invites à la retourner, à regarder derrière, tu vas remarquer Contis, logiquement. Binance, ils utilisent un BIN sponsor. Tu as la carte Ledger, tu la retournes, tu auras Banks, etc. Ils utilisent tous en fait un BIN sponsor. Le problème de ça, c'est que d'une, tu peux pas faire de cashback sur les télécharges bancaires, tu peux pas, parce que ça, tout est récupéré par le BIN sponsor. Et de deux, en fait, tu n'as aucune liberté sur tes cartes, etc. Ce que tu disais en termes de feature, en termes de fonctionnalité, sur si tu veux friser la carte, à régénérer, faire ce que tu veux. Bah, avec un BIN sponsor, tu es obligé de demander l'autorisation à chaque. Mais ça te permet d'aller plus vite, par contre. Tu peux lancer une offre quand même beaucoup plus vite. Complètement. Mais comme de toute façon, nous, on est limité par les agréments, on va aller chercher les vrais agréments en France, et de toute façon, c'est long. On est allé chercher directement la membership avec Visa et on l'a eu. On avait la compliance de Visa dans nos bureaux la semaine dernière, c'est très bien passé. Donc on est membre direct de Visa et on fait l'intégration directement avec Visa, qui nous permet d'avoir une liberté totale sur nos cartes. Et aujourd'hui, on va pouvoir aussi offrir avec des blocs, en fait, si vous avez un NFT et qui est dans votre non-custodial wallet des blocs, vous pouvez brander votre carte avec ce NFT. Sans aucun problème. Super. Il nous reste 15-20 minutes. J'avais des questions intéressantes encore. Je kiffe, hein, genre, mais c'est comme ça, on déplie un petit peu tout. Moi, j'aimerais que tu nous parles déjà des différentes offres. Voilà, tu nous disais tout à l'heure, business model, on va être sur des frais pris par-ci, par-là et des offres. Vous avez différentes offres de cartes bancaires et vous avez différentes offres tout court. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Ouais. Donc en fait, on a 3 offres, 3 plans. On a un plan standard, donc gratuit. On ne demande rien, juste de sign up, passer un KYC, la classique, hein. Très similaire à Revolut, on ne va pas se mentir. Vous allez avoir une carte virtuelle, vous pouvez commander une carte physique et la recevoir. Voilà, tout gratuit. Après, voilà, on est sur des frais, on n'a pas d'assurance, on est sur des frais plutôt élevés, alors moins cher que le marché aujourd'hui. Hein.
Je crois que MoonPay en off-ramping sur carte, ils sont à 4,5%, ce qui est complètement fou. Changely sur Ledger, il doit être proche de 6% ou 5%. Regardez, enfin, c'est vraiment dingue. Ouais. Donc on est quand même en dessous de ça. On va pas sentir, mais on est quand même assez élevé sur de l'offre gratuite. Et d'ailleurs, on a un plan premium où je pense on divise tous les frais par 2. Et avec le plan premium, on peut en fait brander sa carte avec son NFT. Donc si on a un Ape, on peut avoir une carte Ape. Si on a un Doodle, j'ai des exemples de cartes là, je peux les éventuellement les chercher. On a des cartes Doodle, voilà, etc. Et c'est assez cool parce qu'en fait, quand tu vas les flexer, quand tu vas payer, tu vas acheter la baguette de pain, il y a personne qui a une carte avec ton NFT. Il faut le posséder, ce NFT, obligatoirement? Ouais, obligatoirement. Ouais. Et à partir du moment où vous le retransférez ou vous le vendez, la carte va automatiquement se friser. Nous, on suit le paradigme, la ligne, la politique, la vision du NFT. C'est que si tu n'as pas accès à l'IP de la carte et tu la vends, tu vois, sinon ce serait trop facile. Tu t'achètes un punk, tu brandes ta carte avec et tu le revends dans la foulée et tu peux flexer toute ta vie. Enfin, tu vois, c'est pas OK. Quoi. Bah ouais. Donc, non, mais je comprends. Merde, c'est pas ce que je voulais faire, excusez-moi. Regardez, tout à l'heure, je vous ai demandé de me poser des questions. Bah, c'était justement ça. Qu'est-ce qui se passe si je vends le NFT quand il est imprimé? Bon, bah voilà, vous avez la réponse, c'est freeze. C'est freeze, donc ne vous y amusez pas. Automatiquement. Je sais plus ce que je disais. Ouais, donc il y avait, voilà. Et donc derrière, évidemment, donc c'est le plan premium. Et derrière, on a le plan natif. Alors, le plan natif est gratuit. À partir du moment où vous détenez un NFT des blocs. Donc, on a sorti un free mint il y a 2 mois, si je dis pas de conneries. Ça s'appelait les Bursted Bubble. 1000 NFT. Si vous détenez, donc on a un site burstedbubble.deblock.com. On explique un peu la utility, etc. derrière ce free mint. Si vous détenez un de ces NFT, vous avez accès au plan natif, qui est le meilleur plan chez des blocs, qui est non seulement le meilleur plan chez des blocs, mais qui doit être le meilleur plan ever de n'importe quelle néobanque. Donc un exemple, j'aime bien donner, en plus du fait que vous pouvez avoir votre carte gratuitement, la brander avec votre NFT, les frais les plus bas, on peut descendre jusqu'à 0% sur la plupart des fonctionnalités. Vous pouvez aussi, par exemple, avoir des transferts fiat internationaux gratuits. Ça, il n'y a pas une seule banque au monde qui le fait, honnêtement. T'es sûr? Inter gratuit? Je veux bien un exemple. Je l'ai pas là. Là, tu me poses une colle. Je n'ai pas trouvé. Typiquement, Revolut, qui devrait être à la pointe sur le sujet. On peut regarder. Il y a ces plans, même le plan métal, qui doit être le plan qui donne le plus de discount. Je pense que le plan métal, je vais regarder en live très rapidement. Je pense qu'il donne 50% de discount dessus. C'est pas gratuit. J'aimerais que tu nous parles du coup. J'avais noté compatibilité hardware wallet. J'avais noté aussi Warm MPC. Vous faites du multi-party computing. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Donc la première question, elle est venue tout à l'heure plusieurs fois dans le chat, c'est est-ce que ça marche avec un Ledger? Non, ça marche pas avec un Ledger. Si vous voulez utiliser des blocs, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on crée un sign-up, un onboarding. Durant cet onboarding, on va créer votre IBAN, votre numéro de carte, etc. Enfin voilà, devant. Et en même temps, on va créer derrière votre non-official wallet. Donc vous allez avoir une adresse BTC, une adresse ETH, etc. Si vous voulez profiter de vos cryptos, les off-ramper ou les déposer directement sur votre compte des blocs, vous les déposez sur ces adresses-là, pardon. Mais vous ne pouvez pas directement connecter votre Ledger, vous ne pouvez pas directement connecter votre MetaMask. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des obligations réglementaires de monitorer la blockchain. Donc en fait, on ne peut pas commencer à s'amuser à monitorer en fait tous vos wallets en même temps. On monitore les wallets que nous on a créés. Faudrait que je teste du coup pour me faire une idée sur le sujet. Et du coup, le MPC, le multi-party computing, c'est quoi? Et dans votre cas, à quoi ça sert? Là, on rentre dans la partie un peu technique et un peu compliquée même pour moi. Le MPC en fait, c'est l'idée, c'est le paradigme même. En fait, c'est vieux comme technologie. Elle n'a pas tout de suite été appliquée à la crypto. C'est une technologie qui date des années 90. Et l'idée en fait, c'est de signer une transaction. En fait, aujourd'hui un wallet, c'est une clé privée, une clé publique. Et cette clé privée en fait, ils vont la diviser en petits bouts, ils vont la sharder. Je sursimplifie. Et ils vont la mettre sur des serveurs différents. Okay. Comme Ledger Recover récemment, ouais. On va parler. C'est pas exactement comme Ledger Recover, mais ouais, on va en parler. Il y a une grosse différence avec Ledger Recover. Et en fait, quand on veut signer une transaction, c'est tous ces bouts ensemble qui se remettent et qui vont signer une transaction. Et je sursimplifie. Que fait Ledger Recover? Ou ce que fait Defense, DFNS, etc., c'est ce genre de service, c'est qu'en fait, tous ces shards, ces bouts de clés sont dans le cloud, sont en ligne. Okay. Ils sont cryptés, bien sûr, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Nous, on ne voulait pas faire ça parce que, en fait, et d'ailleurs le CEO de Ledger l'a très bien dit, si demain, le gouvernement, déjà, d'une, vous n'avez pas votre clé privée, okay. Sur Defense, par exemple, vous ne l'avez pas, l'expliquez pas. Sur ce service, habituellement, on l'a pas. Peut-être que sur Defense, c'est en train de faire évoluer son offre, d'ailleurs. Le problème, c'est que du point de vue du régulateur, déjà, il y a plusieurs problèmes. Du point de vue du régulateur, si l'utilisateur n'a pas sa clé privée, c'est pas non procédure. Oui. Le deuxième problème, c'est de dire, votre service tombe, et c'est bien, c'est sympa ces services, celui de Ledger, etc. Alors, actuellement, c'est cloudé sur des serveurs. Si demain ce service tombe, et que vous n'avez pas backupé votre clé privée, vous avez perdu vos fonds. Ou si demain la France devient une dictature et on a un Poutine en place, on sait rien, peu importe, ou s'il y a un État islamique, et les mecs veulent saisir vos fonds, et ben ils vont aller voir cette entreprise
Ok, ils vont aller voir Ledger, ils vont saisir les serveurs et ils vont pouvoir friser vos fonds. Ouais, une dictature, quoi. C'est ça, ce qui se passe au Liban. Donc, c'est pas vraiment du non-custodial. Ok, en termes de paradigme, on ne voit pas comme du non-custodial. Nous, on a un MPC, mais un MPC un peu hybride, dans le sens où, en fait, il n'y a que 2 shards. Il y en a une qui est sur nos serveurs et il y en a une qui est chez vous sur votre téléphone. Ces shards-là, la shard sur votre téléphone, c'est la seule qui peut appeler en fait la shard du serveur pour signer une transaction. La shard du serveur ne peut pas appeler la shard du téléphone. Ça ne peut pas marcher comme ça. Okay. Donc, il y a une sorte de shard master qui va appeler la shard slave du serveur et qui va signer une transaction. Pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça? J'ai expliqué pourquoi c'est vraiment du non-custodial. Premièrement, vous avez accès tout de suite, quand vous le souhaitez, à votre clé privée. Okay, l'intégralité de la clé privée. Okay, pas juste les deux bouts. L'intégralité de la clé privée, vous l'avez tout de suite sur des blocs, si vous le souhaitez. C'est vraiment non-custodial juste à partir de ce fait-là. La deuxième chose, c'est que en fait, votre clé à vous, elle est votre partie de la clé que vous utilisez pour signer. On va la crypter, donc voilà, avec une autre clé privée. Et on va la backuper sur un cold storage. Donc on va la backuper sur le serveur en cold storage, mais crypté. C'est-à-dire qu'on peut rien en faire. Déjà, le bout de clé seul, on peut rien en faire, mais le bout de clé crypté, on peut encore rien en faire. Parce qu'en fait, le seul moyen de le décrypter, c'est vous qui pouvez le faire avec votre téléphone. Ce qui fait que même si vous perdez votre clé, même si vous jetez votre téléphone, même si vous passez d'iOS à Android, parce qu'en fait, on a aussi un backup avec iCloud, Kitchen, etc. Vous pouvez demander à ce qu'on vous renvoie votre bout de clé, votre petit bout de shard, le décrypter vous-même et de nouveau avoir accès au service. Et c'est simple. Je sais, c'est très clair. J'essaie d'être le plus clair possible, le plus simple possible. C'est un peu compliqué. On a un schéma sur notre site qui l'explique pas trop mal. Mais l'idée derrière ça, c'était il y avait 2 choses qui étaient très importantes pour nous. Première chose, il fallait que ça soit vraiment non-custodial, pas du faux non-custodial. Okay, c'est pour ça que c'est différent de Ledger parce que tout n'est pas cloudé. Deuxième chose, il fallait que dans le cas en fait où des blocs disparaissent demain ou il y a une météorite qui s'écrase sur nos serveurs, vous puissiez quand même récupérer vos fonds. Voilà. Donc on a en fait un scénario dans lequel, si tout explose demain, vous avez quand même accès à vos fonds, même si vous n'avez pas backupé votre. Bah du coup, l'autre petit morceau, il est où si jamais il y a tout qui explose? On a un cold storage, on a un cold storage dans notre data center en fait. Voilà. Donc le cold storage en fait, où votre partie cryptée à vous, qui a été encryptée, voilà, qui va dans le cold storage, on l'avait pas dans le même data center, on est dans un autre data center. Ouais, ok, je vois. Et multi-AZ comme chez Amazon, quoi. Très bien, très clair. J'aimerais que tu nous parles maintenant un peu de... Excusez-moi les gars, je sais qu'il y avait des questions à vous aussi. J'aimerais que tu nous parles un peu de la dimension communautaire, à quel point la communauté est au cœur du développement produit chez vous. Ouais, tu veux, il y a un truc qui est très très clair, c'est que, je l'ai dit au début, mais on n'a pas besoin d'argent aujourd'hui. On a fait un free mint parce qu'on n'a pas besoin de lever. Nous, notre idée, c'est pas de milquer notre communauté. Voilà, je sais qu'il y a eu des projets scam un peu NFT ou DeFi qui étaient un peu dans cette logique-là. Nous, on n'a pas besoin de faire ça. Par contre, on a besoin d'une communauté parce qu'en fait, on a besoin de support de communauté pour se lancer. Je pense que le plus gros coût aujourd'hui, et donc en fait, le marketing le moins cher, le plus simple, c'est d'avoir des ambassadeurs de ta marque, de ton produit, qui tout seul, pour avoir leurs amis, leur faire putain, t'es con, t'as pas des blocs parce que franchement, c'est top, tu vois, c'est non-custodial, tes cryptos sont safe, elles sont à toi, et en plus, derrière, tu peux frapper comme tu veux. Enfin, voilà. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est créer une vraie communauté qui soit éduquée, qui comprenne le produit, qui en ait envie qu'ils sortent, etc. et qui deviennent en fait un peu ambassadeurs de la marque. Et le but chez des blocs, c'est juste de faire ça. Et on est prêt en fait à récompenser cette communauté. On est prêt à créer voilà, des NFT gratuits qui ont une vraie utilité derrière, qui vont nous coûter de l'argent. Hein. Ce plan gratuit derrière chez des blocs à 0%, bah, il va nous coûter beaucoup d'argent. Mais c'est un prix qu'on est prêt à prendre parce que derrière, on sait que c'est du marketing gratuit. Et ça, on le fait. Et derrière, on utilise aussi notre communauté. Bien sûr, on les update tout le temps sur Discord, Twitter, voilà, etc. Et on va aussi les utiliser pour nous donner pas mal de feedback sur le produit. C'est une communauté de crypto-natifs qui comprend le Web3, qui va être en fait notre premier client, qui va avoir accès à la bêta du service et on partage avec eux des écrans de l'app. Voilà, vous en pensez quoi? Est-ce que ça c'est un bon moyen de le faire? Ce swap comme ça avec 2 boutons plutôt qu'un, voilà. C'est très con, hein, c'est très simple. Au final, c'est ce qui fait la vraie différence entre un bon produit et un produit moyen. Et du coup, bah là, c'est très clair pour la partie communautaire. Moi, j'aimerais maintenant que tu nous parles, il va bientôt être 20h, de vos VC, de comment vous avez réussi à débloquer ces financements et ces partenaires aussi. J'ai noté OneInch, Ledger, Visa, 0x Project. Voilà, comment ça s'est fait tout ça? Faut une certaine crédibilité quand même. Si tu veux, quand tu es vraiment prêt à amorçage, que tu n'as pas encore de produit, la seule crédibilité que tu peux avoir, c'est l'équipe. Et l'équipe, tu vois, alors, en dehors de moi, elle est vraiment stellar. Enfin, tu vois, les mecs qui sont avec moi sont vraiment ouf. Tu vois, 3 ans chez Revolut, boss des opérations, etc. Ça a une vraie crédibilité. T'as ça, et t'as le projet, et t'as la vision. Voilà. Nous, en fait, on a estimé qu'il y avait un gros problème dans l'industrie aujourd'hui, qui était ce pont en fait entre crypto et fiat qui fonctionnait pas très bien. On a envie de l'offrir au retail
Et en appuyant sur un bouton, ben, on va avoir ton compte en banque et tes cryptos, bam, boum, ça sera grosso modo la même chose. Et quand tu commences à parler au fond, et au fond intelligent, ils le comprennent très vite, ils le comprennent très bien. Ils comprennent aussi tes besoins en capitalisation, parce que, et en fonds propres, parce que derrière, tu vas chercher des vrais agréments, et ça prend du temps, et ça demande de l'argent, Et ça demande beaucoup d'argent. compliance, etc. Un EME, c'est au moins 300 000 balles. Juste en capital requirement, juste en fonds propres. C'est juste du fonds propre. Une banque, derrière, c'est 5 millions, juste en fonds propres aussi. Pour l'agrément qui te permet de faire du crédit. C'est ça. Et c'est pas les plus gros coûts. Les plus gros coûts, ça va être des coûts de consultants, ça va être des coûts légaux, ça va être, il faut avoir le bon cabinet de conseil, etc. Et puis c'est le temps. Et ça, ils le comprennent. Et une fois qu'ils ont compris la vision, qu'ils voient avec l'équipe, en fait, il n'y a pas beaucoup d'équipes aujourd'hui qui peuvent réaliser cette vision parce qu'il faut une vraie complémentarité entre tous les individus, que ce soit côté conformité, que ce soit côté bancaire, que ce soit côté Web3, etc. Ils se disent qu'il y a une vraie opportunité et ils prennent le pari, quoi. Enfin, voilà. Donc nous, on a une cap table, donc en fait, on a une liste d'investisseurs dont on est très fiers. On a Headline, hein, c'est ceux qui ont fait le préamorçage de Sorare, pour ceux qui connaissent. Okay. On a Hoxton, qui nous a signé un chèque très très vite, et le plus gros chèque avec Headline, qui en fait a fait le préamorçage de Deliveroo. C'est des Américains, c'est Rob Niaz, qui était le boss de AdSense chez Google, qui a lancé AdSense chez Google à la base. Et derrière, on a Thomas France, qui a cofondé Ledger, on a le fondateur de Chainalysis, on a Adrien Montfort de Sorare, on a le PDG fondateur de Intercom, voilà, on a Kraken, donc on a des mecs plutôt cool, quoi. Et on a aussi les Chainsmokers, pour ceux qui connaissent, qui aiment la musique. Et on n'a pas forcément communiqué sur ce tour pour l'instant, parce que c'est pas forcément de sens, on n'a pas encore lancé, etc. On le fera plus tard. Voilà, on a juste communiqué vite fait sur Discord et avec nos différents interlocuteurs. Mais voilà, et une fois que tu as ce genre de cap table, en fait, avec Kraken, etc., avec les fondateurs de Ledger ou de Sorare, tu as forcément accès plus facilement à du OneInch, tu as forcément accès plus facilement à du Coinbase, qui est un de nos partenaires aujourd'hui, Kraken, bien sûr, qui est un de nos partenaires, ZeroX, qui est aussi un de nos partenaires, etc. Donc, à partir du moment où tu as eu cette légitimité derrière, choper du Visa, choper du OneInch, choper du ZeroX ou du Kraken, du Coinbase, ça devient beaucoup plus facile. Et du coup, ça, c'était une petite question de la communauté. Est-ce que vous allez lancer un token des blocs? J'en ai parlé vite fait en mentionnant des compétiteurs sans vouloir les mentionner vraiment. Mais si c'est pour lancer un token des blocs qui sert à rien et qui est juste là en fait pour vous demander de le staker et vous filer 3 perks en échange et du cashback qui viendrait lui-même de ce même token, un peu à la FTT, de FTX ou d'autres que je nommerai pas, que je nommerai plus en tout cas. Ça sert, enfin je vois aucun intérêt. C'est une bombe à retardement en quelque sorte. C'est pas un truc qu'on a envie de faire. Il y aura du cashback en euros et qui viendra directement de l'interchange bancaire. Donc c'est clair, c'est tracé, c'est transparent. C'est très clair. Mais c'est un peu ça aussi qu'on apprend en bear market, c'est que des fois tu as des bises qui marchent. On l'a dit plus tôt dans l'émission. Sur la partie finance tradi, les taux de change et compagnie, ça paie pas. Ce qui paie, c'est la partie crypto. Donc se concentrer sur ça. Et puis oui, le token, c'est bien, ça permet de lever des fonds, mais des fonds, vous les avez déjà levés. Donc maintenant, il faut un truc qui génère de l'argent. Et l'argent magique, ça marche un temps, mais... C'est ça, ça peut très vite nous exploser la figure, en fait. Donc ça fait peur, quoi. Et on l'a vu avec FTX, etc. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire. Et c'est un stress supplémentaire. Et quand le cours commence à se casser la gueule, tout le monde flippe. Et tu vois, il y a tellement d'histoires pourries, même en termes de confiance, hein, que ce soit Celsius avec Cell, que ce soit FTT avec FTX, etc., que t'as pas envie de le faire, quoi. Je comprends totalement. Et écoute, il est 20h. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Si vous nous écoutez sur YouTube, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour ce qu'ils les liront. Petit like pour soutenir. C'était un plaisir, Jean. Bonne chance pour cette belle vision. En tout cas, je testerai le produit avec grand plaisir de mon côté. D'abord par curiosité, et puis si le parcours me plaît bien, peut-être que je l'utiliserai vraiment dans mon quotidien. Je ferai mes retours en tout cas. C'était top. Je te souhaite une bonne fin de soirée, bon repos, parce que je pense que tu as pas mal enchaîné aujourd'hui. C'est pas faux. Ouais. Et merci à toi en tout cas. Merci le chat. Et puis on va se retrouver nous sous peu pendant la masterclass de ce dimanche pour parler avec Kive Network justement, qui n'est pas du tout sur le même créneau. On va avoir pas mal d'interviews comme ça. Donc si vous nous suivez pas encore sur YouTube et sur Twitch, pensez à le faire. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ciao tout le monde.